Silas Mersey traversait la vie avec la précision méticuleuse d'un scalpel. À 42 ans, il avait bâti de ses propres mains une entreprise de sécurité et de renseignement, émergeant du néant pour atteindre le sommet. Il avait épousé une femme issue de l'opulente famille Radcliffe et, en apparence, vivait pleinement le rêve américain. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Une vaste propriété dans le Connecticut, 2 adolescents brillants aux résultats académiques exemplaires, et un poste prestigieux, conseiller en sécurité pour l'empire bancaire dirigé par son puissant beau-père. Tout semblait parfaitement en place. Mais derrière ce tableau idyllique, Silas gardait en lui un fragment de vérité verrouillé, inaccessible. Avant d'être cet homme d'affaires respectable nommé Silas Mersey, il avait été tout autre chose, un agent du gouvernement, entraîné pour des missions bien au-delà de la simple collecte d'informations. Un homme aux compétences redoutables, qu'il avait enterré depuis 15 longues années. Mais ce matin d'avril, tout allait basculer. Il se tenait dans son bureau, au cœur de la demeure, observant à travers les grandes fenêtres les jardins fleuris de la propriété. Sa femme, Veronica, qu'il avait aimée et épousée 17 ans auparavant, tournait nerveusement dans l'allée en parlant au téléphone. Une intensité inhabituelle dans sa démarche. En tant que directeur de la sécurité pour Radcliffe Financial, les rapports de Silas contenaient souvent des révélations explosives sur des menaces potentielles pour l'entreprise. Mais celui qu'il allait présenter aujourd'hui serait différent. Il ne menacerait pas seulement une société, il allait faire exploser sa propre vie. « Tu es silencieux depuis des jours », dit Veronica ce soir-là, en ajustant nonchalamment une mèche de ses cheveux blond miel qui retombait en cascade sur ses épaules nues, seulement couverte par les fines bretelles d'une robe de créateur que Silas ne lui connaissait pas. Tout va bien avec l'évaluation de la sécurité de Philippe? Silas la regarda intensément. Veronica Radcliffe Mersey, 39 ans, fille unique de Theodore Radcliffe, le magnate impitoyable de la banque, avait toujours été l'incarnation du calme et de la confiance. Leur mariage, autrefois fondé sur un amour sincère ou du moins l'avait-il cru, s'était lentement transformé en une entité bien plus complexe. « Ce n'est pas Philippe le problème », répondit-il en faisant tourner son whisky dans son verre. « Ce sont certaines incohérences que j'ai trouvées dans nos comptes personnels. » À peine perceptible, une tension infime raidit le contour de ses yeux. Quelles incohérences! De gros virements. Des schémas inhabituels. Rien de concret, encore. Il mentait. Parfaitement. Théo a besoin de ce rapport pour demain, éluda-t-elle avec une rapidité calculée. Il est sous une pression énorme à cause de la fusion avec Monroe. Silas hocha la tête. Je suis au courant. Le rapport sera prêt. Le vacarme familier de leurs enfants brisa le silence. Parker, 17 ans, et Faye, 15 ans, firent irruption dans la cuisine, débordant d'une énergie chaotique et joyeuse. Aucun ne ressemblait vraiment à Silas. Il ne s'était jamais posé de questions. Jusqu'à aujourd'hui. « Maman, je peux prendre la BMW ce soir ?» Blake organise une soirée, demanda Parker, ses yeux sombres, si éloignés des yeux bleus perçants de son beau-père, fuyant son regard. « Demande à Silas, » répondit Veronica, soudain absorbée par son téléphone. Parker se tourna à contre-cœur vers lui. « Je peux, Silas. Je ferai attention. Les clés sont dans mon bureau. Mais à une condition, tu passes chercher Faye à son cours de danse à 21h. Mais c'est en plein milieu de... » commença Parker. « C'est la condition, » coupa Silas, son ton tranchant et sans appel. Après leur départ, le téléphone de Veronica vibra. Elle y jeta un œil et se leva brusquement. « Je dois rejoindre Lydia pour un verre. » Encore une crise avec Boyd. Un autre mensonge. Silas le savait. Il avait personnellement vérifié, durant un mois entier de surveillance méticuleuse, le mariage de Lydia et Boyd était plus solide que jamais. Ce qu'elle disait n'était qu'un prétexte soigneusement répété. « Ne m'attends pas », ajouta-t-elle en déposant un baiser rapide sur sa joue. Un geste maîtrisé. Sans âme. Dès qu'elle franchit la porte, Silas ouvrit son ordinateur portable et accéda aux données qu'il avait secrètement collectées.
le GPS de la voiture de Veronica montrait des visites régulières à un luxueux Penthouse du centre-ville, inscrit au nom de Dominique Walsh, la vocalise et impitoyable de Theodore Radcliffe. Les relevés téléphoniques révélaient des milliers de messages échangés. Mais le plus accablant, c'étaient les tests de paternité qu'il avait fait effectuer en secret. Aucun des deux enfants ne portait son ADN. Tout s'était mis en place au cours des 3 derniers mois. Depuis ce jour où il avait intercepté un email qui ne lui était pas destiné. À présent, il savait tout. Comment sa vie avait été construite comme une fiction commode. Comment son poste chez Radcliffe Financial avait été instrumentalisé. Et comment le rapport de sécurité qu'il allait remettre le lendemain activerait le piège que l'on avait patiemment préparé pour lui. Silas referma l'ordinateur. Son visage était figé, impénétrable. Il avait été trahi par le passé, dans cette autre vie qu'il avait laissée derrière lui. Ceux qui l'avaient trahi à l'époque avaient appris une leçon terrible. Cette fois-ci, l'histoire allait se répéter. Mais à une toute autre échelle. Il accéda à une boîte mail sécurisée, inutilisée depuis 15 ans. Et envoya un message bref. Phoenix requiert activation. Délai immédiat. Quelques minutes plus tard, la réponse apparut. Protocole Phoenix activé. Ressources en attente. Chapitre 2, Ombre et preuve. L'aube apporta un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Silas s'entraînait dans sa salle de sport à 5 heures du matin, son esprit aussi affûté que son corps. Ces séances étaient bien plus rigoureuses que ce qu'on attendrait d'un simple consultant en sécurité. Entre 2 séries, il consultait les dernières pièces du puzzle sur sa tablette cryptée. Les données GPS du véhicule de Veronica révélaient un schéma clair. Tous les mardis et jeudis, elle se rendait au Penthouse. Elle prétendait assister à des réunions caritatives. Et les samedis, alors qu'elle affirmait aller au spa, elle rejoignait Dominique dans un chalet au bord d'un lac, propriété d'une société écran liée à Theodore Radcliffe. Mais ce qui glaçait le sang de Silas, c'était ce qu'il avait découvert en suivant les flux financiers. Depuis 7 ans, des sommes considérables avaient été discrètement détournées de comptes liés à sa société de sécurité, puis transférées vers des paradis fiscaux contrôlés par Theodore et Dominique. Son entreprise, sa création, avait été exploitée comme une façade pour des opérations bien plus sombres, du blanchiment d'argent, destiné à des clients internationaux dont les activités, si elles venaient à être révélées, réduiraient l'empire Radcliffe en poussière. La porte de la salle de sport s'ouvrit. Fay entra, déjà en uniforme de son école privée. « Bonjour, papa, dit-elle. » Ce mot, « papa », avait soudain perdu son sens, creusé par la vérité qu'il connaissait désormais. « Tu es déjà debout ?» observa-t-il en posant ses haltères. « J'ai un contrôle de chimie avancé aujourd'hui. » Elle hésita. « Je peux te poser une question ? » « Bien sûr. »« Toi et maman, ça va ? » ?»« Vous êtes différents, tous les deux. » Silas la regarda un long moment. Malgré la trahison, une tempête d'émotions contradictoires l'envahit. Ces enfants qu'il avait élevés, leurs mensonges ne venaient pas d'eux. « Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai entendu grand-père Théo parler à maman hier. Ils se sont arrêtés dès que je suis entré, mais ça avait l'air grave. » Ses yeux, si proches de ceux de Dominique Walsh, trahissaient une inquiétude sincère. « Parfois, les adultes doivent gérer des choses compliquées, dit-il avec prudence. Ne t'en fais pas. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Silas jeta un œil à sa montre. La réunion du conseil d'administration où il devait présenter son rapport commencerait à 10 heures. Il se dirigea vers la douche, le cœur aussi lourd que résolu. Et vêtu avec une précision quasi militaire, il avait sélectionné un costume sur mesure, parfaitement ajusté pour dissimuler à la fois sa carrure athlétique et les cicatrices silencieuses de son ancienne vie. Son téléphone vibra, interrompant le calme pesant du matin. Un message d'un numéro non répertorié s'afficha à l'écran, actif en place. Confirmation requise. Il répondit d'un mot, bref, tranchant comme une lame, confirmé. Au petit déjeuner, Veronica était étonnamment attentionnée, presque trop douce. Elle lui servait son café avec un empressement étudié et évoquait déjà des projets pour le dîner. Une performance si bien huilée qu'elle aurait pu presque l'impressionner. « Est-ce que tu seras là ce soir pour dîner ?»
demanda-t-elle d'un ton faussement léger. Je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant à Hartford. Il la regarda un instant, puis répondit sans s'engager. On verra comment se passe la journée. Elle ajouta. Théodore avait l'air préoccupé par mon rapport. Un éclat fugace traversa ses yeux, anticipation ou inquiétude. Je suis certain que tout se passera exactement comme ça doit se passer, dit-elle avec un sourire fin. J'en suis certain aussi, répondit-il. Mais ce double sens glissa sans la heurter. Pendant que Silas se rendait au siège de Radcliffe Financial, il passa 2 appels brefs. Le premier à une femme nommée Mara Koval, officiellement consultante administrative, mais en réalité experte discrète en infrastructure numérique, une sorcière moderne du code et des pare-feux. Le second à un homme connu uniquement sous le nom de Bishop, sa voix grave confirma que toutes les mesures de sécurité physique étaient en place au siège. Le plan était enclenché. À son arrivée, Silas fut accueilli par l'équipe de sécurité avec une déférence inhabituelle. Ces hommes, loyaux non par devoir mais par salaire, étaient achetés à prix d'or bien au-delà des grilles salariales officielles de la société. Il leur adressa un simple signe de tête, reconnaissant leur rôle essentiel dans ce qui allait suivre. Dans son bureau, il trouva Dominic Walsh, appuyé avec désinvolture contre son bureau, l'air de celui qui croit tout contrôler. Silas, dit l'avocat avec un sourire professionnel, qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Théodore m'a demandé de jeter un œil à ton rapport avant la présentation. Ah oui, répondit Silas en ouvrant sa mallette. Il en sortit un dossier. Voici le préliminaire. Le rapport complet contient des éléments sensibles que je ne partagerai qu'avec le conseil d'administration. Dominique le feuilleta rapidement, son expression se modifiant à peine, mais de façon perceptible. Ce n'est pas ce dont on avait discuté. Vraiment? Silas garda un visage impassible. Tu devais insister sur les menaces extérieures, pas exposer nos vulnérabilités internes, gronda Dominique, avec une tension dissimulée. Je vais là où les preuves me mènent, Dominique. C'est pour cela que Théodore me paie. Le charme de l'avocat s'évanouit brutalement. Cela pourrait détruire des relations qu'on a mis des années à bâtir. Les relations, répliqua Silas, sont des choses aussi fragiles qu'un souffle. Lorsque Dominique quitta la pièce, manifestement ébranlé, Silas reçut un nouveau message. Cible secondaire sous surveillance. Équipe d'extraction prête. Il répondit simplement, procédez comme prévu. Aucune déviation. À 9h58 précise, Silas rassembla ses documents et se dirigea vers la salle du conseil. Il croisa Véronica dans le couloir officiellement là pour une réunion caritative. Leurs regards se croisèrent, elle lui adressa un sourire encourageant, presque moqueur, qui lui retourna l'estomac. Tu l'es, mon chéri, souffla-t-elle. Quelqu'un le fera, c'est certain, murmura-t-il en retour. Chapitre 3, la détonation. La salle du conseil de Radcliffe Financial respirait la richesse ancienne et le pouvoir froid. Une table en acajou massif faite main, des fauteuils en cuir poli, et de larges baies vitrées offrant une vue imprenable sur l'horizon d'Hartford. 8 membres du conseil étaient déjà installés, avec à leur tête Théodore Radcliffe, cheveux argentés impeccables, costume cousu à la perfection, incarnation d'un empire bâti sur le contrôle. Dominic Walsh siégeait à sa droite, lui chuchotant quelque chose d'urgent alors que Silas disposait calmement ses documents. Véronica, quant à elle, s'était discrètement glissée au fond de la salle et une présence étrange pour une simple réunion de sécurité. Messieurs et Madame Chambers, commença Théodore, saluant la seule femme du conseil. Silas a préparé une évaluation de nos vulnérabilités en matière de sécurité. Silas, à vous. Silas se leva, boutonna sa veste, et prit la parole avec calme. Merci, monsieur Radcliffe. Le rapport d'aujourd'hui diffère quelque peu de mes analyses habituelles. Il distribua à chaque membre du conseil une chemise scellée. Je vous prie de ne pas les ouvrir avant que je ne vous y invite. Dominique s'agita sur son siège. On pourrait peut-être aller droit au but. Nous y arriverons, répondit Silas froidement. Mais d'abord, je dois évoquer une faille de sécurité bien plus immédiate. Il activa l'écran de présentation. Un schéma complexe apparut. Depuis 7 ans,
Radcliffe Financial est exposé à des menaces internes sérieuses qui compromettent non seulement son intégrité, mais potentiellement son existence même. Le visage de Théodore se durcit. Que sous-entendez-vous exactement? Je ne sous-entends rien. Je déclare. Silas fit défiler une nouvelle diapositive, des relevés de transactions. Voici des transferts effectués par des sociétés écrans créées sous l'égide de ma firme de sécurité sans mon consentement. Ces fonds ont été déplacés au profit de clients dont les identités, si révélées, provoqueraient l'indignation de ce conseil et une enquête fédérale immédiate. Un murmure nerveux s'éleva dans la salle. Dominique se leva brusquement. C'est ridicule. Ouvrez vos dossiers, poursuivit Silas avec une maîtrise glaciale. À l'intérieur, des preuves accablantes, des comptes offshore, des listes de clients partiellement censurés, et surtout, des enregistrements audio compromettants. Théodore explosa. C'est une honte. Ces preuves sont fabriquées de toutes pièces. Vraiment? Silas appuya sur un bouton de son téléphone. Une voix emplit la salle, celle de Théodore, parlant froidement de l'usage de la société de Silas comme couverture, évoquant la commodité d'avoir un gendre ignorant. Les membres du conseil étaient stupéfaits. Le visage de Théodore vira au rouge. Espèce d'ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas terminé, coupa Silas. Il y a aussi la trahison personnelle. Une nouvelle diapositive s'afficha, des résultats de tests ADN. Parker est fait. Et Dominique Walsh. Véronica se leva brusquement, le souffle coupé. Silas, arrête ça tout de suite. Mais il continua. Vous avez tous été manipulés. Utilisés comme complices involontaires d'une opération illégale. Les autorités fédérales sont en ce moment même en train de saisir des preuves dans plusieurs endroits. Il présenta alors un plan de restructuration, permettant d'isoler les sections corrompues de la société tout en sauvant ce qui pouvait encore l'être. Un espoir. Une porte de sortie. Mais Théodore, consumé par la rage, arracha le rapport et le déchira violemment. Tu n'es qu'un minable. Tu crois que quelqu'un ici va croire à tes mensonges? Véronica s'avança, son masque parfait tombant enfin. Tu es viré. Avec effet immédiat. Et ces enfants, ils ne sont pas les tiens. Ils ne l'ont jamais été. Sors de nos vies. Silas rassembla calmement ses affaires. On m'a accordé 30 minutes pour vider mon bureau. Je comprends. Tu devrais t'estimer heureux qu'on ne te fasse pas arrêter pour espionnage industriel, ajouta Dominique en se plaçant devant Véronica, comme un protecteur grotesque. À la porte, Silas se retourna une dernière fois. Une dernière chose, vous devriez vérifier vos téléphones. Il semble qu'un événement urgent exige toute votre attention. À cet instant, chaque téléphone dans la salle se mit à vibrer frénétiquement. Alerte. Appel. Notification. Le visage de Théodore devint livide en lisant son écran, 99 plus appel manqué. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-il. Silas répondit d'une voix glaciale. La vraie question n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que vous avez fait. Et maintenant, ce qui va se passer n'est plus entre tes mains. Silas se détourna, franchissant la porte qu'il referma derrière lui, coupant net avec le tumulte qui s'amplifiait dans le couloir. Le chaos explosait derrière lui. Mara Koval l'attendait, tablette à la main, imperturbable. Tous les systèmes sont compromis, comme tu l'as demandé, annonça-t-elle d'une voix calme mais lourde de conséquences. Les équipes fédérales interviennent sur les sites secondaires, et le colis spécial a été remis aux médias. Le compte à rebours d'une heure est enclenché. Silas acquiesça, l'ombre d'un sourire sinistre sur les lèvres. Parfait. Et notre plan de repli? Déjà en mouvement, répondit Mara. Le transport est en place à l'emplacement secondaire. Alors qu'il marchait en direction de l'ascenseur, les sirènes de l'immeuble se mirent à hurler. Des agents de sécurité couraient dans tous les sens, se précipitant vers la salle de conférence. Silas, impassible, murmura. 15 ans de ma vie, tout n'était qu'un mensonge savamment construit. Et les enfants? Demanda Mara, une lueur d'inquiétude dans la voix. Le visage de Silas se durcit.
Ils ont fait leur choix le jour où ils ont participé à la surveillance. Ils sont légalement majeurs maintenant. Et face à ce qui arrive, ils seront traités comme tels. Les portes de l'ascenseur se refermèrent doucement derrière eux, étouffant les cris qui résonnaient encore dans le couloir. La phase 1 était terminée. Maintenant, le véritable combat commençait. 6 heures après avoir quitté Radcliffe Financial, Silas était assis dans une modeste chambre d'hôtel à Albany. Face à lui, plusieurs chaînes d'information diffusaient le chaos qu'il avait déclenché. Un bandeau rouge s'étirait en bas de l'écran, le géant bancaire Radcliffe Financial perquisitionné par les autorités fédérales. Partout, les mêmes images, les mêmes rumeurs. Ils appellent ça le plus grand scandale financier de la décennie, commenta Mara, les yeux fixés sur son ordinateur portable, scrutant les réactions sur les réseaux sociaux. Théodore et Dominique ont été arrêtés il y a 1 heure. Les chefs d'inculpation préliminaires incluent blanchiment d'argent, fraude électronique et racket. Silas hocha la tête, le visage fermé, sans émotion. Et Véronica? Elle est actuellement interrogée comme personne d'intérêt. Ses téléphones et ordinateurs ont été saisis. La phase 1 s'était déroulée sans la moindre faille. Les preuves accumulées par Silas durant des mois, renforcées par les données extraites grâce aux compétences spécialisées de Mara, avaient déclenché des descentes simultanées sur 17 sites liés aux opérations illégales. Les téléphones de tout le monde avaient été saturés d'appels paniqués des associés, des avocats, des complices alors que la structure fragile de mensonges s'effondrait comme un château de cartes. Mais tout cela n'était que le socle. La base. Le début. La fondation de la vengeance de Silas. Extraction des actifs physiques terminée, poursuivit Mara. Le contenu de ton coffre caché, les disques de sauvegarde et les objets stockés dans les unités de stockage ont tous été sécurisés. Silas tourna lentement la tête vers elle. Et les enfants, demanda-t-il, la voix froide, contenue. Parker a fui le campus quand la nouvelle est tombée. Il est chez sa petite amie. Faye est avec Miranda, la sœur de Véronica. Silas médita un instant, silencieux. Les mois de surveillance l'avaient préparé à cette vérité, les adolescents avaient été au courant, au moins en partie, de la supercherie. Parker avait même activement contribué à la surveillance de Silas, faisant des rapports réguliers à Théodore et Dominique. Faye, elle, avait été plus indirecte, mais elle avait menti, délibérément, à plusieurs reprises, sur les déplacements de sa mère. Cette trahison-là, plus intime, plus insidieuse, lui brûlait le cœur plus qu'il ne l'avouerait. Son téléphone vibra. Un message, numéro inconnu. Ressources Phoenix déployées sur cible secondaire. En attente d'autorisation pour phase 2. Silas tapa sa réponse. Initié à minuit. Aucune exception. Tu devrais te reposer, suggéra Mara. Demain exigera une clarté totale. J'ai fonctionné avec moins de sommeil, dans des conditions pires, répondit-il sans détour. Mais il se laissa aller contre le matelas, les yeux fixés au plafond. 15 ans, Mara. J'ai laissé ma garde tomber. Je suis devenu faible. Elle lui lança un regard empli de compréhension. Non. Tu es devenu humain. Et il y a une différence. Pas dans notre monde, rétorqua-t-il doucement. Peut-être dans l'ancien monde. Mais maintenant, je bâtis autre chose. Je bâtis du neuf à partir des cendres. Il ferma les yeux. Des souvenirs affluèrent. Sa vie, avant Véronica. Avant la sécurité factice de cette famille. À l'époque, il était Phoenix. Un opérateur gouvernemental spécialisé dans le démantèlement d'organisations de l'intérieur. Un fantôme. Un outil. Précieux pour des agences qui n'existaient officiellement pas chargées de régler des situations que l'on ne pouvait reconnaître. Quand il avait rencontré Véronica, lors d'une conférence sur la cybersécurité, il était déjà en transition. Tentant de se construire une vie légitime. Leur connexion lui avait semblé sincère. Et quand son père lui avait proposé d'intégrer Radcliffe Financial, mettant en avant son expertise. Silas avait cru qu'on reconnaissait enfin ses talents. Mensonge. Tout n'était que manipulation. Il avait découvert la vérité par hasard, il y a 3 mois,
Un email crypté mal redirigé vers son serveur. Le contenu? Un plan détaillé de Théodore pour le faire accuser des activités illégales, si jamais les autorités s'approchaient trop près. 17 ans de mariage. Fondé sur l'exploitation. Sur le mensonge. À la télévision, des images montraient les cadres de Radcliffe menottés, escortés hors des bâtiments. Un présentateur s'interrogeait sur l'origine des preuves, soulignant leur caractère accablant. « Ils te traitent de lanceur d'alerte », ironisa Mara. « Qu'ils croient ce qui les arrange », répondit Silas. « Cela nous donne une couverture utile. » Un nouveau message s'afficha sur son téléphone, une série de chiffres représentant des soldes bancaires. Dans le chaos financier, des milliards changeaient de main à une vitesse folle. Les marchés réagissaient violemment à l'implosion de Radcliffe. Et les algorithmes secrets de Silas, tapis dans l'ombre, exploitaient chaque microseconde de cette panique. À l'aube, la fortune de Théodore serait pulvérisée. Mais plus important encore, le contrôle de certains actifs clés aurait discrètement changé de main, via une toile complexe de transactions que même les meilleurs experts judiciaires mettraient des mois à déchiffrer. Silas se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières de la ville. « Contacte nos gens à Zurich. Qu'ils accélèrent le calendrier. Et je veux un rapport horaire sur les manœuvres judiciaires de Dominique. » C'est déjà en cours, confirma Mara. Ses avocats ont déposé des requêtes d'urgence, mais le juge Holloway les a rejetées. Holloway. Silas sourit. Un autre pion soigneusement positionné, des années plus tôt. Un juge fédéral dont la carrière avait été discrètement sauvée grâce à l'une de ses interventions anonymes. Et la sœur de Veronica? Miranda pourrait poser problème à cause de failles, répondit Mara. Miranda a ses propres secrets, dit Silas d'un ton glacial. Bishop lui rendra visite demain. Elle préférera remettre faille aux services sociaux plutôt que risquer l'exposition. La nuit s'approfondissait. Et les préparatifs continuaient. À minuit précise, Silas reçut la confirmation. La phase 2 était en marche. Une série coordonnée de révélations transmises à des journalistes clés, à des institutions financières et à des autorités de régulation allait anéantir toute chance de rétablissement pour l'Empire Radcliffe. À l'aube, Silas avait dormi exactement 3 heures. Juste assez pour fonctionner à pleine capacité. Les nouvelles du matin étaient sans appel. Le visage de Théodore Radcliffe illuminait tous les écrans, au-dessus d'un titre sans équivoque. La chute de l'empire bancaire. Mara entra, une tasse de café dans une main, une tablette sécurisée dans l'autre. Rapport des actifs Phoenix, tous les objectifs de la phase 2 atteints. L'équipe juridique de Dominique Walsh vient de se retirer, pour cause de conflits d'intérêts irréconciliables. Et cette nouvelle venait tout juste d'arriver. Elle lui tendit la tablette. L'écran affichait des images de vidéosurveillance, Veronica sortant d'un poste de police, encerclée par une horde de journalistes déchaînés. Les questions fusaient de toutes parts. Et ce que l'on voyait, c'était une femme dont la prestance impeccable s'était évaporée, remplacée par une panique à peine dissimulée. Un masque de terreur contenu. « Où est-ce qu'elle ira » demanda Mara, l'inquiétude dans la voix. « Le domaine de sa mère à Greenwich » répondit Silas sans même réfléchir. « C'est la seule propriété qui n'est pas directement liée aux finances de Théodore. Elle pensera que c'est un refuge sûr. » Il posa doucement sa tasse de café. Son regard était fixé, déterminé. Il est temps de passer à la phase suivante. Préparer l'équipe de Greenwich. Chapitre 5, les fantômes et les architectes. Le domaine de Greenwich s'étendait sur 3 hectares soigneusement entretenus. Une majestueuse demeure de style colonial revival appartenait à la famille maternelle de Veronica depuis plusieurs générations. L'endroit respirait l'élégance discrète. La sécurité? Quasi inexistante. Une simple grille, une alarme basique, et surtout, l'illusion de tranquillité offerte par l'ancienneté de la fortune et l'influence des voisins. Depuis une camionnette banalisée, garée à un demi-mile, Silas surveillait les lieux. Des capteurs thermiques affichaient 3 signatures de chaleur à l'intérieur de la bâtisse principale. Veronica. Une femme plus âgée, probablement la gouvernante.
Et un troisième individu identifié par les renseignements, Lydia Chambers, la meilleure amie et confidente de Veronica. Capteurs périmétriques actifs, rapporta Bishop, un homme compact à l'allure militaire que ses vêtements civils ne parvenaient pas à dissimuler. Toutes les communications entrantes et sortantes sont interceptées. Silas acquiesça d'un simple hochement de tête. Qu'est-ce qu'elles disent? Bishop ajusta un cadran. Les micros directionnels pointés vers les fenêtres commencèrent à transmettre les voix féminines avec clarté. Il m'a complètement prise au dépourvu, disait Veronica, la voix tremblante. Mais Silas n'y entendait pas de tristesse. Non. Ce qu'il percevait, c'était de la colère. Une rage glaciale. Comment a-t-il pu rassembler toutes ces preuves sans que personne ne s'en aperçoive? La vraie question, c'est ce qu'il prévoit de faire maintenant, répondit Lydia. Un homme ne se retire pas tranquillement après un coup pareil. Ce n'est rien, cracha Veronica. Juste un outil qui a dépassé sa date d'utilité. Une marionnette que j'ai utilisée tant qu'elle servait mon plan. Une fois que les avocats de mon père auront éteint ce feu. Ton père est en détention, sans possibilité de libération sous caution, l'interrompit Lydia, le ton sec. Les preuves sont accablantes. Ce cauchemar ne va pas disparaître. Un bruit de verre brisé retentit. Veronica, hors d'elle, venait de projeter un objet à travers la pièce. Cette vie que j'ai construite pendant 17 ans. Faire semblant d'aimer ce pantin vide. Être l'épouse modèle, la mère parfaite. Pourquoi? Pour voir tout ça s'effondrer parce qu'il a soudainement décidé de se rebeller? Le visage de Silas ne trahit rien. Mais ses doigts se crispèrent subtilement sur la coudoir. Et les enfants? Demanda Lydia. Parker est intelligent. Il prend déjà ses distances. Il reste chez la famille de Blake. Faye est avec Miranda pour l'instant. Mais on doit la mettre en lieu sûr. Si jamais il leur arrivait quelque chose. Il ne leur arrivera rien, répondit Lydia avec assurance. Silas peut être cruel, mais il ne ferait jamais de mal à des enfants. Veronica éclata d'un rire amer. Tu ne le connais pas comme moi je le connais. Il y a toujours eu quelque chose de froid, d'inhumain, sous sa façade lisse. Un vide que je n'ai jamais pu atteindre. Je devrais vérifier comment va Faye, dit Lydia. Miranda a appelé plus tôt. Elle n'arrive pas à te joindre. Un téléphone se mit à sonner en arrière-plan. Veronica décrocha, sa voix changeant instantanément pour adopter un ton inquiet. Miranda? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Des gens sont venus pour Faye? Qui? Silas coupa l'audio calmement. Phase 3 enclenchée, nota-t-il. L'équipe confirme que la fille est en sécurité, dit Bishop. Elle est en route vers l'installation désignée. Et Parker? Nos hommes sont en place chez les Blake. Extraction dès que vous donnez l'ordre. Silas consulta sa montre. Pas encore. Laissons-lui encore quelques heures pour croire qu'elle est en sécurité. L'extraction sera plus propre quand il pensera que le danger est passé. La console de communication émit un son. Un message chiffré de Mara s'afficha. Garde fédérale confirmée pour les cibles principales. Conversion financière secondaire, 94% complétée. Lancement du paquet média en cours impact maximal. Recommande d'accélérer la procédure pour les actifs à Zurich. Elle a raison, dit Bishop en lisant par-dessus l'épaule de Silas. Les marchés bougent plus vite que prévu. On devrait activer le protocole Zurich immédiatement. Silas réfléchit un instant, puis hocha la tête. Lancez Zurich maintenant. Et dites à l'équipe de Greenwich de bouger dans 30 minutes. 30 minutes? Releva Bishop, surpris. C'est bien plus tôt que prévu. L'impact psychologique serait plus fort à la tombée de la nuit. L'impact psychologique est déjà total, répondit Silas. Veronica vient d'apprendre que sa fille a été enlevée. Son fils sera le prochain. Chaque pilier de sa vie s'effondre un à un. Il est temps de lui livrer le message final, en personne. Alors que Bishop coordonnait les équipes, Silas ouvrit une mallette sécurisée. À l'intérieur,
des appareils de communication non standards, des paquets d'identité falsifiés, et un arsenal discret mais redoutable qui passerait à travers les contrôles de sécurité. « Vous y allez en personne ?» demanda Bishop, surpris. Certains messages ne peuvent être livrés que face à face. 30 minutes plus tard, Silas se tenait devant la porte du domaine de Greenwich, vêtu d'un costume impeccable, identique à ceux qu'il portait lorsqu'il était chef de la sécurité chez Radcliffe Financial. À ceci près, le poids rassurant d'une arme personnalisée dissimulée sous sa veste. Il sonna. À travers son oreillette, il entendait les voix à l'intérieur. « Qui ça peut être ?» demanda Lydia. « N'ouvre pas !» siffla Véronica. « La caméra de sécurité ne marche pas », ajouta la gouvernante. Des pas hésitants approchèrent. La porte s'ouvrit. C'était Madame Winters, la gouvernante. Elle écarquilla les yeux, le reconnaissant immédiatement. « Monsieur Mercey. »« Bonjour, Madame Winters, » répondit Silas avec un sourire courtois. « J'ai besoin de parler à ma femme. »« C'est urgent. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Véronica apparut. Son visage était une tempête de rage. « Comment oses-tu venir ici ? Pars d'ici avant que je n'appelle la police. »« La police est bien trop occupée avec le cas de ton père, » répliqua Silas en entrant, ignorant ses protestations. « Et vos téléphones ne fonctionnent plus, de toute façon. » Il hocha la tête vers Lydia, figée dans le couloir. « Mademoiselle Chambers, je suis surpris de vous voir ici, étant donné les récentes complications fiscales de votre mari. » Le visage de Lydia pâlit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'IRS semble très intéressé par certains comptes offshore liés à votre fondation familiale. » Étrange coïncidence. Véronica s'avança, tremblante de colère. « Où est ma fille ? Que as-tu fait à fait ? Ma fille, veux-tu dire ? Corrigea Silas, glacé. Celle que j'ai élevée pendant 15 ans en croyant qu'elle était la mienne ? Elle n'a jamais été la tienne, cracha Véronica. Aucune des deux. Tu n'étais qu'un père de substitution, pendant que Dominique et moi. Vous bâtissiez votre petit empire sur mon dos, acheva Silas. En utilisant ma société, mon expertise et mon aveuglement. La sérénité glaciale de sa voix fit reculer Véronica, troublée. Pas de cris, pas de colère. Juste une vérité tranchante, impossible à nier. Qu'est-ce que tu veux ? Souffla-t-elle. Je suis venu livrer un message, dit Silas. Tout ce que toi, ton père, et Dominique construit a disparu, les comptes offshore, les sociétés écrans, les actifs cachés, tout a été saisi ou redirigé. Tes enfants sont emmenés dans un lieu sûr où ils seront bien pris en charge durant la tempête à venir. Tu ne peux pas simplement les emmener, Véronica sanglota. Je les ai déjà, répondit Silas simplement. Considère cela comme le premier paiement pour 17 années de mensonges. C'est tout ce que tu es venu dire ? S'interposa Lydia, retrouvant sa voix pour jubiler. Non, dit Silas en se tournant vers Véronica. Je suis venu te dire que ce n'est que le début. Tu pensais me connaître, me contrôler, m'utiliser. Tu n'as même pas effleuré la surface de qui je suis vraiment. Il fit un pas de plus, sa voix baissa jusqu'à ce que seule Véronica puisse l'entendre. Avant de te rencontrer, je détruisais des gens pour vivre, des organisations, des fonctionnaires corrompus, des réseaux entiers. Ils disparaissaient à cause de moi. J'ai enterré cette vie quand je me suis marié avec toi, croyant pouvoir avoir quelque chose de réel. Merci de me rappeler qui je suis vraiment. L'expression de Véronica changea, passant de la défiance au premier signe d'une peur sincère. Que vas-tu faire ? Tout, répondit Silas simplement. Et tu ne le verras jamais venir. Alors qu'il se retournait pour partir, Véronica se jeta sur une sculpture décorative posée sur une table proche, la balançant sauvagement vers sa tête. Avec des réflexes qui la choquèrent, Silas attrapa son poignet au milieu du mouvement, exerçant une pression précise qui la força à lâcher l'arme improvisée. Ne rends pas cela physique, Véronica, conseilla-t-il calmement. C'est une arène où tu ne peux pas gagner. Il la lâcha et se dirigea tranquillement vers la porte. Ah, et le système de sécurité du domaine est compromis depuis des mois. Chaque conversation,
Chaque réunion, chaque indiscrétion avec Dominique dans le lit de ta mère a été documentée. Les copies des dossiers sont déjà entre les mains des enquêteurs fédéraux. Alors qu'il refermait la porte derrière lui, il entendit le cri de désespoir, de rage et de peur de Véronica, le son de quelqu'un qui réalise que son monde entier s'effondre véritablement. Dans la voiture garée au bout de l'allée, Bishop était au volant, satisfait. « Ce n'est pas une question de satisfaction, répondit Silas. C'est une question de conséquences. Emmène-moi voir les enfants. » Chapitre 6, Toi les conséquences. L'établissement sécurisé à l'extérieur de New Haven ressemblait davantage à une école privée de prestige qu'à un centre de détention, une façade délibérée destinée à masquer sa véritable fonction, un lieu de transition pour témoins protégés et actifs de renseignements à haute valeur. Silas avait mobilisé d'importantes faveurs de son passé pour organiser la garde temporaire de Parker et Felicie. En entrant dans le bâtiment administratif, une grande femme aux cheveux argentés coupés court le salua d'un signe de tête reconnaissant leur histoire commune. « Directrice Sullivan, dit Silas. Merci d'avoir accepté cette demande inhabituelle. »« Fix, répondit-elle en utilisant son ancien nom de code opérationnel. Quand tu as repris contact après 15 ans de silence, j'ai supposé que ça serait intéressant. J'ai sous-estimé l'ampleur. » Ils traversèrent des couloirs sécurisés vers une aile résidentielle. « Les adolescents sont dans des suites d'observation séparées, expliqua Sullivan. La fille est effrayée, mais calme. Le garçon est. Elle s'arrêta, cherchant le mot juste. Volatile. Je m'y attendais, répondit Silas. Quelle est leur compréhension actuelle de la situation? Ils savent que leur grand-père et leur mère sont impliqués dans un scandale financier majeur. Ils savent que c'est toi qui as orchestré la révélation. Ils ignorent que tu es ici ou que tu as organisé leur protection. Ils s'arrêtèrent devant une salle d'observation avec une vitre sans teint. De l'autre côté, Faye était assise sur un lit, son uniforme scolaire remplacé par des vêtements civils ordinaires, le visage mêlant confusion et peur. Elle demande beaucoup de sa mère, remarqua Sullivan, et de toi. Que dit-elle de moi? Demanda Silas en étudiant la jeune fille qu'il avait élevée depuis l'enfance. Elle semble sincèrement confuse quant à ton rôle dans tout ça. Elle prétend ne rien savoir de ce dans quoi sa mère et son grand-père étaient impliqués. L'expression de Silas resta impassible, mais une étincelle traversa ses yeux. La surveillance raconte une autre histoire. Elle participait activement à la surveillance de mes mouvements, rapportant à sa mère. Les enfants participent souvent aux tromperies familiales sans comprendre l'ensemble, observa Sullivan, surtout quand ils sont manipulés par des figures d'autorité en qui ils ont confiance. Elle a 15 ans, pas 5, répliqua froidement Silas. Assez âgé pour comprendre la loyauté basique. Sullivan l'étudia. Tu ne les as pas amenés ici pour une réunion de famille. Quel est ton vrai plan pour ces gamins? Ils sont une monnaie d'échange, répondit Silas honnêtement. Et ils doivent être contenus pendant ce qui vient ensuite. Leur présence compliquerait les phases finales, et après, une fois tout terminé, ils seront rendus à ce qui reste de leur famille maternelle, avec assez de ressources financières pour assurer leur éducation et leurs besoins de base, mais rien de plus. Sullivan acquiesça, sans jugement. Et tu veux leur parler maintenant? Juste aux garçons, décida Silas. Le rôle de Faye est secondaire. Parker a été un participant actif dans la tromperie, le protégé de Théodore en formation. Il mérite de comprendre les conséquences. Dans une autre aile, Parker arpentait sa chambre comme un animal en cage. Ses traits, si semblables à ceux de Dominique Walsh, se tordaient de colère. À l'entrée de Silas, le garçon se figea. « Tu as craché. Que as-tu fait? Où est ma mère ?» Silas ferma la porte en notant comment Parker reculait inconsciemment malgré sa posture hostile. « Ta mère regarde actuellement son monde s'effondrer, » répondit Silas calmement, « tout comme toi. » Ils vont vous détruire pour ça, menaça Parker. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Ce commentaire fit presque sourire Silas. C'est précisément ce que cette situation révèle, aucun d'entre vous n'avait la moindre idée de qui il avait affaire. Il fit signe vers une chaise. Assieds-toi, Parker. Je n'aurai cette conversation qu'une seule fois. Un ton dans la voix de Silas,
une pointe dangereuse jamais entendue auparavant dans son rôle de beau-père, fit céder Parker malgré sa défiance. Depuis 7 ans, tu rapportes mes activités à ton grand-père et ton père biologique, déclara Silas. Tu notes mes déplacements, photographies des documents, installes des logiciels de surveillance sur mes appareils. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? L'expression de Parker vacilla, surpris par l'étendue des connaissances de Silas. Il disait que tu étais dangereux, qu'il fallait une assurance contre toi, au cas où tu te retournerais un jour contre la famille. Et tu y crois, malgré l'absence de preuves. J'ai vu les dossiers, insista Parker, des rapports sur ton passé, des choses que tu avais faites avant d'épouser maman. Silas sourit enfin, froid et sans humour. Des dossiers fabriqués de toutes pièces pour justifier l'exploitation de mon entreprise et de mon expertise. Dis-moi, que prétendait-il? Parker hésita. Il disait que tu avais été impliqué dans l'espionnage industriel, que tu avais vendu des informations sensibles et fait disparaître ceux qui se mettaient en travers de ton chemin. Presque, mais fondamentalement faux, répondit Silas. Je ne vendais pas d'informations, je les collectais pour des agences qui n'existent officiellement pas. Et les personnes disparues méritaient leur sort, terroristes, trafiquants d'armes, trafiquants d'êtres humains. Il se pencha vers Parker. Ton grand-père et ton père utilisaient ma société de sécurité pour blanchir de l'argent pour des clients qui t'auraient révolté. Quand l'exposition est devenue inévitable, ils ont planifié de me faire passer pour le cerveau. Je ne te crois pas, murmura Parker, mais le doute s'était immiscé dans sa voix. Je me fiche de ce que tu crois, répondit Silas calmement. Ton rôle dans cette pièce est presque terminé. Bientôt, tu seras remis à ce qui reste de ta famille, ceux qui accepteront de te reconnaître. Tu auras les ressources nécessaires pour ton éducation et tes besoins de base, mais ta vie de privilège est finie. Tu ne peux pas simplement. Je les ai déjà, l'interrompit Silas. Chaque compte, chaque propriété, chaque actif lié au nom Radcliffe a été saisi, gelé ou redistribué. Ton grand-père va mourir en prison, ton père biologique le suivra. Ta mère ne restera qu'avec les conséquences de ses choix. La contenance de Parker se fissura. Pourquoi me dis-tu tout ça? Juste pour être cruel? Non, répondit Silas en se levant. Je te dis ça pour que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Pendant 17 ans, je t'ai donné tout ce qu'un père pouvait offrir, et tu as trahi cela sans hésitation, parce que c'était pratique. Tu n'étais pas mon vrai père, dit Parker amèrement. Non, acquiesça Silas. Et c'est la seule raison pour laquelle tu es assis ici en sécurité, au lieu de subir pleinement ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose, le fonds de fiducie que Théodore a établi pour toi est fait, je l'ai redirigé pour financer des programmes de réhabilitation pour les victimes des escroqueries financières de ton grand-père. Considère ça comme ta première et unique contribution pour réparer les torts. Alors qu'il partait, Parker cria après lui. Elle ne t'a jamais aimé, pas un seul jour. Silas ne prit même pas la peine de répondre. Ça n'avait plus d'importance. À l'extérieur, la directrice Sullivan attendait. Productif, nécessaire, répondit Silas. Combien de temps peux-tu les garder en sécurité? Les besoins fondamentaux et les dispositifs de surveillance en place pour prévenir toute interférence. Silas acquiesça sans un mot, son attention se détournant vers un autre écran qui montrait l'intérieur d'un pantouf somptueux, en train d'être méthodiquement démantelé par des agents fédéraux. La résidence principale de Dominique Walsh, là où Véronica avait passé d'innombrables après-midi, soi-disant à assister à des événements caritatifs. Le paquet spécial pour Véronica, demanda-t-il. Livré dans sa chambre d'hôtel comme convenu? Bishop confirma, surveillance active. Un des moniteurs bascula alors sur la vue d'une chambre d'hôtel. Véronica entra, jetant son sac à main sur le lit, manifestant une frustration évidente. Son regard se posa sur un paquet posé sur le bureau, une simple boîte sans aucun marquage. Après un moment d'hésitation, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un seul disque USB et un mot écrit à la main. Les caméras ne pouvaient pas saisir le contenu de la note, mais Silas savait parfaitement ce qu'elle disait, la vérité avec tes propres mots. Véronica fixa les objets,
puis brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Son expression passa de la confusion à l'horreur quand l'écran afficha ce qui semblait être des fichiers vidéo, accompagnés d'une confirmation audio. Silas demanda, « Mara, active le flux de surveillance de la pièce. » La voix de Véronica emplit alors le centre d'opération, d'abord enregistré depuis les vidéos qu'elle regardait, puis sa réaction en direct. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, se regardant elle-même à l'écran, discutant de Silas avec Dominique. Il est si pathétiquement dévoué que le manipuler devient presque trop facile. Un autre extrait passa, montrant Véronica avec Théodore. Combien de temps devons-nous encore maintenir cette mascarade? Je suis fatigué de jouer la parfaite épouse pour ce vide absolu. Et le plus accablant, Véronica donnant des instructions à Parker, son adolescent. Ton beau-père ne doit jamais savoir qui est ton vrai père. Surveille-le attentivement, rapporte tout ce qui te semble anormal. Nous devons assurer que notre police d'assurance reste valide. Les vidéos continuaient, des années de conversations privées, de réunions secrètes, d'intimité avec Dominique, toutes méticuleusement enregistrées via les systèmes de sécurité que Silas lui-même avait installés pour protéger la famille. Véronica claqua l'ordinateur portable avec force, tremblante de rage et de peur. Silas, hurla-t-elle dans la pièce vide, sachant d'une manière ou d'une autre qu'il la regardait. Espèce de salaud. Elle attrapa son téléphone et composa frénétiquement. Après plusieurs tentatives, quelqu'un répondit enfin, « Lydia ? Merci mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Silas a des enregistrements, il nous espionne depuis des années. » Elle s'interrompit, écoutant la réponse, son visage se décomposa. « Quoi ? Tu ne peux pas m'aider ? Lydia, s'il te plaît. Allô ? Allô ? » L'appel avait déjà pris fin. Véronica essaya un autre numéro, puis un autre encore, chaque tentative plus désespérée que la précédente. Personne ne répondait. Au centre d'opération, Silas observait passivement. Le transfert vers Zurich est complet, confirma Mara. Les actifs sont sécurisés et répartis selon le protocole, poursuivit-elle. Les comptes de la fondation sont actifs et anonymisés. Cela représentait la conversion finale des ressources que Silas avait discrètement extraites de l'Empire Radcliffe, non pour un gain personnel, mais réorientées afin de financer une organisation qui perdurerait bien après sa disparition. Une fondation dédiée à exposer et démanteler des opérations similaires à celles de Théodore, protégeant ceux exploités par les puissants. L'équipe juridique de Théodore avait demandé une audience d'urgence, remarqua Bishop, invoquant des manipulations de preuves et des violations de procédures. Ils ne trouveront rien, répondit Silas avec assurance. Chaque pièce de preuve a été obtenue légalement, via des systèmes auxquels j'avais un accès légitime en tant que chef de la sécurité. Leur propre imprudence avait créé cette faille. Sur le moniteur, Véronica était passée des appels désespérés à un emballage frénétique, fourrant des vêtements dans une valise tout en jetant des regards répétés vers la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'on défonce à tout moment. Elle prévoit de fuir, observa Maroro. Avec quelles ressources ? Demanda Silas rhétoriquement. Tous ses comptes sont gelés, tous ses contacts l'ont abandonné, même son passeport est signalé dans le système. Pas forcément pour des raisons légales, ajouta Bishop avec une admiration professionnelle. La minutie de cette opération dépasse tout ce que nous avons fait à l'époque où nous étions au gouvernement, parce que cette fois, c'est personnel. Silas répondit d'une voix dénuée d'émotion, malgré les mots. Un canal de communication sécurisé s'activa, affichant un message du directeur Sullivan. Force d'intervention fédérale, élargissement de l'enquête à Radcliffe Associates. Votre fenêtre se ferme. Recommandé d'accélérer le calendrier d'extraction. Elle a raison, dit Mara. Nous devrions lancer l'extraction finale immédiatement. Silas réfléchit en observant la détresse croissante de Véronica sur le moniteur. Pas encore. Il reste un dernier détail à régler. Il activa une séquence de commandes sur son terminal. Dans la chambre d'hôtel, le téléphone de Véronica sonna. Elle le regarda avec méfiance, puis répondit prudemment. « Allô ? Allô, Véronica ?» La voix de Silas, calme et mesurée. « Espèce de monstre, siffla-t-elle. Tu as tout détruit. » Non Véronica,
C'est toi qui as tout détruit au moment où tu as décidé de bâtir ta vie sur des mensonges. Que veux-tu? N'as-tu pas déjà tout pris? Je voulais que tu comprennes quelque chose, répondit Silas avec sang-froid. Ce n'est pas seulement une vengeance, c'est la justice pour 17 ans d'exploitation. Pour m'avoir utilisé comme façade d'opération criminelle, pour avoir menti au sujet des enfants. Les enfants, Alta-TL. Où sont-ils? Que as-tu fait d'eux? Ils sont en sécurité, avec ta tante Eleanor, répondit-il. Avec des ressources suffisantes pour leurs besoins fondamentaux, mais rien de plus. Le privilège et l'excès qu'ils ont connus sont terminés. La voix de Véronica devint suppliante. Silas, s'il te plaît, quoi que tu penses que j'ai fait, les enfants sont innocents. Parker m'a activement espionné pendant des années. Silas rétorqua froidement. Fais m'a délibérément induit en erreur sur tes activités. Ils ont choisi leur camp, ce ne sont que des enfants. Ils ont fait ce que leur mère et leur grand-père leur ont demandé. Les actes ont des conséquences, Véronica. C'est la dernière leçon de toute cette histoire. Son ton changea, la désespérance laissant place à la colère. Tu crois que c'est fini, que tu as gagné. Tu n'as aucune idée de ce dont mon père est capable, même depuis la prison. Il a des connexions que tu ne peux même pas imaginer. Non, corrigea Silas au passé. Chaque connexion a été rompue, exposée ou neutralisée. Il ne reste rien de l'influence Radcliffe. Rien de la vie que tu connaissais. Je te retrouverai, menaça TL. Où que tu sois, quoi que tu deviennes, je te retrouverai et je te ferai payer pour ça. Non Véronica, répondit Silas avec une certitude absolue. Parce qu'après ce soir, Silas Mercer cessera d'exister, tout comme ta vie telle que tu la connaissais a cessé d'exister. Il termina l'appel et se tourna vers son équipe. Lancez l'extraction finale. Nous avons terminé ici. Alors qu'ils commençaient à fermer le centre d'opération, effaçant les systèmes et préparant leur départ, Bishop demanda. Est-ce que ça en valait la peine? 17 ans de ta vie pour ce moment. Silas marqua une pause, réfléchissant. Ce n'était pas une question de valeur, mais de correction. Ils ont essayé de m'utiliser comme un outil. Ils ont oublié que les outils peuvent être dangereux lorsqu'ils se retournent contre leurs utilisateurs. À l'extérieur, les premiers indices de l'aube illuminaient l'horizon. Au coucher du soleil, Silas Mercer aurait disparu, effacé aussi complètement qu'il avait effacé l'Empire Radcliffe. À sa place, une nouvelle identité émergerait, poursuivant le travail qu'il avait commencé avant Véronica, avant que l'illusion d'une famille ne le détourne temporairement. Le phénix renaîtrait, mais cette fois, selon ses propres règles, plutôt que celles des agences et des manipulateurs. La Fondation, établie avec les ressources réorientées de Radcliffe, deviendrait sa nouvelle mission, identifiant et démantelant les opérations qui exploitent les vulnérables, cachés derrière des façades de respectabilité tout en bâtissant des empires sur la corruption. Il est temps, annonça Mara. Les derniers systèmes furent effacés, impeccables. Silas jeta un dernier regard au moniteur montrant Véronica, désormais affalée sur le sol de la chambre d'hôtel, le poids entier de sa nouvelle réalité s'enfonçant enfin. Puis il se détourna, fermant ce chapitre avec la même précision qui avait défini chaque aspect de son opération. Le jeu était terminé, et il avait gagné. Chapitre 8, Fantômes et Jugement. 6 mois après la destruction de l'Empire Radcliffe, un homme qui ne se nommait plus Silas Mercer était assis dans un café à Zurich, lisant les dernières nouvelles sur une tablette spécialisée. Theodore Radcliffe avait été condamné à 32 ans de prison fédérale, après un procès qui avait dévoilé des décennies de crimes financiers. Dominic Walsh avait reçu 18 ans, malgré sa coopération, les juges jugeant son témoignage intéressé et incomplet. Quant à Véronica, la femme qu'il avait autrefois cru l'aimer, elle avait évité la prison mais perdu tout le reste. Les photos d'elle, déchue, avaient fait la une des journaux, illustrant parfaitement la chute d'une dynastie. Il éteignit la tablette et regarda au loin la ville endormie, un léger sourire. Le prix avait été élevé, mais la vérité triomphait. Il reprit un café et pensa silencieusement, tout empire, même le plus fort, finit par tomber quand ses fondations sont pourries. Et lui, de ses cendres, construirait quelque chose de nouveau.
Un éclair de choc traversa ses traits avant que sa maîtrise professionnelle ne reprenne le dessus. Phoenix, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu serais retourné à une vie civile. Manifestement exagéré, répondit-il avec calme. Tu travailles désormais pour Veronica Radcliffe? Kazan ne nia pas. Les affaires sont les affaires. Elle paie bien pour retrouver quelqu'un qui a détruit sa famille. Elle paie pour retrouver un fantôme, corrigea-t-il. Si l'U-Mercé n'existe plus, pourtant te voilà devant moi, observa Kazan, son arme toujours levée. Pourquoi m'affronter directement? Ce n'est pas ta méthode habituelle. Courtoisie professionnelle, répondit-il. Abandonne ce contrat, trouve un autre travail. Le Russe esquissa un sourire. Tu sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que j'accepte un contrat, je le mène à terme, ou je meurs en essayant, conclut-il, un code admirable mais peu pratique dans cette situation. Le doigt de Kazan frôla légèrement la détente. J'ai étudié tes méthodes, Phoenix, ta préférence pour le non létal, ta réticence depuis que tu es devenu indépendant. Une préférence n'est pas une limitation, précisa-t-il, son attitude restait imperturbable malgré l'arme pointée sur lui. Dernière chance, Alexander, retire-toi. Au lieu de répondre, Kazan tira. Son mouvement avait été télégraphié une fraction de seconde avant l'exécution, permettant à Phoenix de se décaler juste assez pour que la balle effleure son épaule plutôt que de toucher le centre de sa masse. Sa riposte fut immédiate, un projectile spécialisé tiré d'une arme dissimulée, déployant à l'impact une décharge électrique localisée. Kazan convulsa, son corps temporairement surchargé par la perturbation neuronale. Avant que le Russe ne puisse se remettre, Phoenix ferma la distance, appliquant une pression précise sur des clusters nerveux spécifiques, assurant une incapacitation prolongée. « Je t'avais prévenu, dit-il calmement en sécurisant les armes de Kazan. Elle trouvera quelqu'un d'autre, souffla le Russe entre les dents serrées. Elle est obsédée. Je compte bien là-dessus, répondit Phoenix en injectant un composé spécialisé dans le cou de Kazan. Non létal, le sédatif allait le maintenir inconscient, tandis que les composés accompagnateurs provoqueraient une perturbation de la mémoire à court terme. Alors qu'il sécurisait l'opérant inconscient, son oreillette s'activa avec la voix urgente de Mara. Brèche dans le périmètre. Veronica a pénétré dans la structure, elle remonte depuis le niveau inférieur. C'était inattendu. Kazan aurait dû agir seul, Veronica éloignée en toute sécurité des opérations. Bien reçu, répondit Phoenix. Maintiens ta position, je m'en charge. Traînant le corps inerte de Kazan derrière un pilier en béton, il se dirigea vers la rampe reliant les niveaux. Par les caméras de surveillance, accessibles via son interface tactique, il observa Veronica monter prudemment, un petit pistolet maladroitement serré dans ses mains tremblantes. Elle était seule. Soit trop confiante en les capacités de Kazan, soit trop aveuglée par sa soif de vengeance pour se soucier de sa propre sécurité. La femme qui avait navigué dans la haute société avec une précision calculée avançait maintenant avec une détermination désespérée. Son apparence autrefois parfaite avait laissé place à des vêtements utilitaires et à des yeux hantés. Il se positionna en haut de la rampe, apparaissant dans son champ de vision alors qu'elle atteignait le 3e niveau. « Bonjour Veronica. » Elle s'immobilisa, son arme levée de manière désordonnée. « Silu, Alta-TL, la voix chargée d'émotion. Je t'ai trouvé. » Manifestement, acquiesça-t-il. Mais suivre Kazan avait été d'un imprudent inhabituel. C'était un tueur professionnel, pas un guide touristique. « Où est-il » demanda-t-elle, jetant un regard nerveux autour d'elle. « Indisposé » répondit-il. « Et toi, tu es seul, tenant une arme que tu ne sais clairement pas manier correctement, face à quelqu'un pour qui tu as dépensé des millions à traquer, pour ta vengeance. Tu as tout détruit, dit-elle d'une voix tremblante de colère, ma famille, ma vie, l'avenir de mes enfants. J'ai révélé la vérité, corrigea-t-il. La destruction était intégrée dans les mensonges que tu as choisi de vivre. Elle stabilisa son arme avec un effort visible. Je vais te tuer. Ça ne ramènera rien, mais au moins j'aurai ça, souffla-t-elle. Tu n'y arriveras pas, dit-il avec une certitude absolue. Pas seulement parce que la sécurité de ce Beretta est toujours enclenchée,
ou parce que ta posture trahit chaque intention plusieurs secondes avant que tu n'agisses, mais parce que me tuer ne changerait rien. Tu te trompes, insista TL, les larmes coulant sur son visage. Tout changerait. Comment, demanda-t-il simplement. Théodore serait libéré de prison? Le témoignage de Dominique serait annulé? Les preuves des crimes de ta famille disparaîtraient? Les enfants retrouveraient soudainement leurs privilèges bâtis sur la corruption? Le pistolet vacilla dans sa prise. Ce n'étaient que des enfants. Ils ne méritaient pas de tout perdre. Ils n'ont pas tout perdu, répondit-il calmement. Ils ont perdu les excès et les privilèges bâtis sur des mensonges. Ils ont encore des ressources pour l'éducation, pour construire des vies légitimes. Ils me détestent, murmura-t-elle, une douleur brute transperçant sa voix. Parker ne veut même plus me parler. Fais demande juste pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai choisi Dominique, pourquoi tout devait être détruit. Des questions légitimes, nota-t-il sans une once de compassion. Les mêmes qu'il s'était posées quand il avait découvert la vérité. Son expression se durcit de nouveau. Tu ne m'as jamais aimé. Pas vraiment. Personne qui aime quelqu'un ne pourrait faire ce que tu as fait. J'aimais la personne que je pensais que tu étais, corrigea-t-il. Une fiction que tu as soigneusement construite et entretenue pendant 17 ans. Quand cette fiction s'est dissoute, toute obligation de protéger tes sentiments ou ton avenir s'est évaporée. Il fit un pas en avant, remarquant comment elle serrait son arme. L'arme ne fonctionnera pas, Véronica. Pas seulement parce que tu manques de formation, mais parce que j'ai retiré la gâchette pendant que Kazan la rangeait dans le coffre-fort de ta chambre d'hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Tu m'as observé tout ce temps? Bien sûr, confirma-t-il. Tout comme j'ai observé les opérations de Théodore pendant des mois avant d'agir, et je continuerai à te surveiller pour m'assurer que cette obsession ne mette pas d'autres en danger. Elle abaissa l'arme inutile, la défaite enfin surpassant la rage. Que se passe-t-il maintenant? Tu as un choix, lui dit-il. Continuer cette poursuite autodestructrice, dépenser ce qu'il te reste de ressources à courir après quelqu'un qui n'existe plus, ou accepter la réalité et te concentrer à reconstruire une forme de vie. Quelle vie? Demanda-t-elle amèrement. Il ne reste rien. Il y a la vérité, répondit-il simplement. Peut-être pour la première fois de ta vie d'adulte. Construis à partir de ça, si tu en es capable. Il se détourna, sachant que la conversation était terminée. La quête de Véronica avait été prévisible, mais fondamentalement féodale, une dernière tentative désespérée de reprendre un contrôle sur une situation qui lui avait irrémédiablement échappé. Ce n'est pas fini, cria-t-elle après lui, défi creux dans la voix. C'était fini dès le moment où j'ai découvert la vérité, répondit-il sans se retourner. Le reste n'a été que les conséquences. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre du parking, les systèmes de surveillance confirmèrent que l'équipe de Bishop intervenait pour récupérer Kazan et Véronica. Le Russe serait transporté vers un lieu isolé où ses souvenirs seraient stratégiquement altérés à son réveil. Véronica, de son côté, retournerait discrètement à son hôtel, avec des ajustements similaires de mémoire pour estomper le souvenir de cette confrontation directe. Aucun des deux ne se souviendrait des détails exacts de cette rencontre, mais le message essentiel resterait: poursuivre Phoenix était voué à l'échec, potentiellement mortel. Dans un appartement sécurisé surplombant le lac Léman, Mara attendait avec des informations complémentaires. Un schéma des financements détournés, des témoignages anonymes, des photos compromettantes de réseaux d'influence politique. L'attaque sur la famille Mercé était désormais révélée dans toute son ampleur. Phoenix, lui, regardait la ville endormie, la cicatrice de balle sur son épaule encore palpitante. Il posa la tablette, un léger sourire d'ironie sur les lèvres. Tout empire, même le plus fort, finit par tomber quand ses fondations sont pourries. Et de ses cendres, il bâtirait quelque chose de nouveau. Après la mort de Théodore, Mara mit en œuvre les protocoles prévus. Lydia Chambers liquida des actifs et contacta d'anciens associés Radcliffe, déclenchant une alerte. Gabriel ordonna une surveillance totale et prépara une réponse adaptée. Les indices confirmèrent que Lydia agissait sur instruction posthume de Théodore, visant Gabriel et la Fondation. Une réponse globale fut décidée.
La Fondation neutralisa Lydia rapidement, l'interrogeant personnellement. Elle admit que Théodore avait préparé un plan de vengeance post-mortem, diffusant des informations compromettantes via des protocoles automatiques. Gabriel révéla que la Fondation avait anticipé ces attaques et déployé des contre-mesures pour discréditer les informations. Lydia fut invitée à coopérer pour limiter les dégâts, avec la possibilité d'une relocalisation surveillée. Elle accepta, intriguée par ce que Gabriel avait construit. Véronica, gravement malade, déclenchait un compte à rebours. Gabriel ordonna une surveillance continue jusqu'à la fin, puis la fermeture définitive du dossier Radcliffe. Alright, dude. Lame ass world. I think we're not calling that a real attempt, because like that's not fair. So I will not be adding that as a death. Now you hinted, I did. I was... Even that was too fucking easy. 12's a dozen is the next one right now. No, I'm keeping it at 11. But that will be the next name. 12 makes a dozen. Hey, but that's assuming this one isn't a win. Damn, I can't believe I died to just a baby zombie in the last world. What am I doing, man? I had y'all helping me, giving me golden apples and shit. Alright, we're almost ready to get back into this. Honestly, chat, it's way too hot to be wearing a hoodie and a beanie in California right now. But I gotta do it for the fit. Oh, Mina, the world we were playing was like extremely bad. So we decided to re-roll the world because I was just running in a straight line trying to find anything that wasn't ice and snow, and I just was not having any luck. So we are giving it another shot and not counting that towards our death count. Hardcore. We're on 11, right? Bang. Okay. Oh, we're up. Wait a minute. Chicken jockeyed out. I'm sorry for being worldist. I will make an apology video with the ukulele in the coming week. Okay, we got sheep instantly. We are already leagues above the last world. Damn, Mina, I'm really sorry. Have you won any bets tonight? I feel like every time Mina bets, it's just like, nope. Give me. Not a one. Ouch. Oh. He tried to double dip. He doubled it, and it did not work out. Mina, give me 400. Guaranteed 10x. Just let me work my magic. I promise I'll give it back. Excuse me?
Guaranteed, bro. I know how to work the system. My dad works at Mana Industries. Oh, that's coal. I don't mind if I do. Watch this. Oh my god. That's the funniest shit I've seen all day. Watch this. Goes back.